Ça fait maintenant quelques semaines que Mark Carney est allé en Chine pour faire un accord avec eux autres et depuis ce temps-là, en fait, Donald Trump est vraiment pas très content et maintenant il est rendu qu'il menace de bloquer l'ouverture du pont ontarien-Michigan à cause de cet accord-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est réellement l'accord? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Ça vient de accélérateur de transition.ca. Là, ça dit ce matin, mais on se comprendra que là, c'était le 16 janvier. La raison pour laquelle, d'ailleurs, que je ne vous l'ai pas dit tout de suite, c'est parce que j'attendais d'avoir un petit peu plus de nouvelles, parce qu'au départ, quand ça s'est passé, on n'avait vraiment aucune nouvelle là-dessus. Là, il y en a beaucoup plus. Et juste pour vous dire, ça a été écrit par Bentley Hallan. Donc, comme ça dit ce matin, qui n'est pas ce matin même, le Canada et la Chine ont annoncé un nouveau partenariat stratégique comprenant un accord visant à faciliter le commerce des véhicules électriques, des produits à base de canola et de l'acier, ainsi qu'une coopération plus large en matière de multilatéralisme et d'investissement pour établir des partenariats internationaux qui réduisent la dépendance du Canada à l'égard des États-Unis. Le défi que pose cet accord est de trouver le juste milieu entre l'accord à saisir que représente le commerce avec la Chine et une aliénation accrue de notre voisin du Sud, donc bref des États-Unis. L'idée derrière cet accord, c'est de réaliser des gains limités en matière de coopération tout en traçant la voie vers un engagement plus profond à l'avenir. Afin de garantir la suppression des droits de douane sur le canola, le Canada autorisera l'entrée de 49 000 véhicules électriques chinois sur le marché canadien avec un droit de douane de 6,1%. Cela correspond aux importations canadiennes de l'année précédant l'imposition des droits de douane à 100%. Cette mesure ne modifie pas directement le taux tarifaire global du Canada, ce qui permet au pays de rester techniquement aligné sur les droits de douane américains sur les véhicules électriques. Un accord a également été conclu pour prolonger les mesures remises pour certains types de produits chinois en acier et en aluminium qui ne se fabriquent pas au Canada. Reste à voir ce qu'il adviendra de l'accord entre RNCAN et ses homologues chinois sur la construction moderne en bois. La diversification du commerce du bois, en particulier du bois massif et de la construction modulaire, en accroissant les échanges avec l'Asie, est un enjeu important à long terme pour nous, le Canada. Bien qu'aucun investissement chinois au Canada n'ait été annoncé pour le moment, les deux parties ont convenu d'explorer des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement des VE au Canada. Dans les bonnes conditions, une co-entreprise entre le Canada et un partenaire chinois pourrait contribuer à apporter la technologie et le savoir-faire chinois à la base manufacturière canadienne. Apprendre de la Chine sera un atout majeur pour la stratégie industrielle canadienne. Il est également judicieux d'autoriser l'entrée de certains VE chinois dans le pays, surtout s'il s'agit de véhicules à bas prix, d'une valeur inférieure à 35 000 $. Mais avant l'entrée en vigueur des droits de douane, la majorité des importations chinoises étaient des Tesla fabriqués à Shanghai. Mais moi, j'ai toujours peur. Autant que je sais qu'en soi, en Chine, ils font pas juste la merde, on se comprendra. Mais on dirait que j'ai pas 100% confiance d'un véhicule chinois. Déjà qu'en soi, les véhicules électriques, ça va pas tellement bien. Mais en plus, chinois. Je suis comme pas sûre, en tout cas. Néanmoins, en matière de politique industrielle, une exposition sélective à ses meilleurs concurrents est bénéfique car elle favorise la discipline des fabricants nationaux. Une exposition illimitée pourrait anéantir les gains nationaux, mais une certaine concurrence des importateurs à bas prix de haute qualité oblige les producteurs à s'améliorer et à apprendre, ce qui stimule l'innovation et la productivité. Oui, en effet, parce que des fois, ça peut ne pas être super. C'est de haute qualité, oui, mais à bas prix. C'est comme, il me semble que normalement, quand c'est vraiment de bonne qualité, c'est pas forcément si bas en prix. En tout cas,
Ces deux outils, qui sont l'éco-entreprise avec les meilleures entreprises et l'exposition sélective à celles-ci, ont été essentiels à la réussite de la stratégie industrielle chinoise. Ils pourraient donc constituer un élément essentiel d'une stratégie industrielle renouvelée en matière de VE au Canada. Une situation idéale pour le Canada impliquerait une augmentation de la compétitivité de la fabrication canadienne de VE grâce à l'exposition sélective et à l'investissement chinois, mais sans s'aliéner les États-Unis ou se désavantager dans les renégociations de la somme. Ben là, en tout cas, je pense que quand je vais lire tantôt l'autre article en soi, je pense qu'on est en train de se mettre vraiment Trump à dos. Je vais juste vous dire de même. Après tout, en ouvrant son marché à la Chine, le Canada ouvre effectivement le marché américain à la Chine. L'administration de Trump ne se souciera peut-être pas des VE, mais ce n'est pas sans risque. En termes géopolitiques, cela pourrait représenter un changement majeur. Sous l'administration Biden, le Canada s'est éloigné de la Chine et s'est aligné sur la politique belliciste des États-Unis. Oui, mais en même temps, c'est parce que c'est pas comme si on a 30 choix forcément. C'est quand même logique qu'on fasse affaire avec eux autres. En termes géopolitiques et tout, c'est logique. Sous Trump, le Canada cherche à assurer ses arrières. C'est une victoire pour la Chine. OK. En combinant une exposition sélective du marché avec des co-entreprises potentielles, le Canada s'inspire du modèle qui a permis à la Chine de réaliser ses propres prouesses dans le domaine de la fabrication. Le véritable test sera de savoir si les décideurs canadiens arriveront à marcher sur la corde raide de la géopolitique en tirant parti de la concurrence et des capitaux chinois sans provoquer de représailles de la part des États-Unis. S'ils y parviennent, cet accord deviendra un modèle d'interdépendance stratégique. Écoutez, moi, pour mon dire, je suis pas une pro dans ces affaires-là, VE, géopolitique non plus et tout, mais moi, j'ai pour mon dire, c'est sûr que ça va pas, que ça va créer des représailles envers les États-Unis. Aller faire affaire avec la Chine, c'est clair que Trump, l'administration Trump, ou même si c'était pas forcément Trump, peu importe le président qui serait aux États-Unis actuellement, même si c'était même pas Trump, ça peut juste pas être content de ça. Ça peut juste pas. Parce que là, tu donnes du pouvoir de plus à la Chine. Quand en ce moment, il y a un genre de certains combats à ce niveau-là entre États-Unis, Chine, le nouveau pouvoir, etc. Je sais pas. On verra, mais de toute façon, on voit la réaction un petit peu de ce que tout ça, ça crée avec Trump. Maintenant, Trump menace de bloquer l'ouverture du pont Ontario-Michigan et ajoute qu'un accord avec la Chine dévorera le Canada tout cru. Il affirme que le pont Ontario-Michigan au Canada exclut injustement les matériaux américains, menace d'en bloquer l'ouverture et exige des compensations alors que les tensions commerciales s'intensifient. Effectivement, c'est parce que comme je disais tantôt, c'est parce qu'on peut pas juste faire c'est terminé les États-Unis ou whatever, on s'en va juste en Chine, on change pour la géopolitique. C'est parce que t'as pas le choix de travailler avec les États-Unis. Ça vient de livemind.com, donc on y va comme suit.